happy day. When Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans... Comme tous les ans, le classique mois de mai devait être vampirisé par le Festival de Cannes et son statut fumeux de vitrine mondiale du 7e art, mettant en pause l'actualité cinéma partout ailleurs. C'était sans compter sur un petit génie appelé George Miller et son Mad Max Fury Road qui sont en train d'éclater la tronche d'absolument tous les spectateurs qui ont la bonne idée de se mettre devant. D'ailleurs, si vous regardez cette émission et que vous n'avez pas vu le film, bah ça ne sert à rien en fait. Donc il y a une séance bientôt, là, coupez ça et allez-y, tout de suite là. Le bouche à oreille amplement mérité et positif comme rarement, et on aurait bien aimé vous en parler ici, mais ça nous aurait pris une émission entière, et vu que le mois dernier on vous a déjà fait que 2 critiques, si ce mois-ci on n'en faisait qu'une, et bah, je veux dire, il y a un moment, voilà, quoi, ça n'avait plus aucun sens, de toute façon... Du coup, on va parler d'autres films surprenants qui risquent de passer sous le radar ce mois-ci, et si vous vouliez vraiment qu'on parle de George Miller, on vous conseille de faire un petit tour sur cloneweb.net, vous trouverez sûrement de quoi lire. Dad, you've protected me all my life. Now it's my turn to protect you. There is life with you, not with me. Le problème quand on est Arnold Schwarzenegger, c'est qu'on a beau avoir été gouverneur de la Californie, papa gâteux qui courait après des jouets Mr. Freeze ou encore jumeau de Danny DeVito, on restera à tout jamais un putain de Terminator. Avec une telle carrure d'armoire à glace testostéronée, difficile d'échapper à son image, et comme son retour sur les écrans n'a pas vraiment été une sinécure jusque-là, le bougre tente de se racheter une crédibilité avec Maggie, un film qui est sensible. Il n'y a pas à dire, entre ses apparitions rachitiques dans les Expendables, ses actionneurs de papy avec ou sans Stallone et ce gros bordel qui était Sabotage, le retour tant espéré de ce bon vieux Schwarzy a vite tourné au vinaigre, puisqu'à peu près tout le monde s'est mis d'accord pour dire que la vieillesse non assumée, c'était assez craignos. Non seulement les films en question étaient nuls, mais surtout Arnold y était mauvais comme un pou, alors même qu'il voguait dans les mers qui ont fait le sel de sa carrière. Et ce n'est a priori pas le prochain Terminator qui risque d'y changer quoi que ce soit, quand on voit combien ça fait pitié de le voir balancer sa sempiternelle réplique culte avec des cheveux blancs. I'll be back. What? Dans cet océan de n'importe quoi, sa participation au film Maggie est une surprise totalement inattendue, puisqu'il y joue un père de famille vivant dans un monde en proie à une infection zombie et dont la fille chérie va être contaminée. Décidant envers et contre tous de la garder chez lui pour passer le plus de temps avec elle avant que la mort ne les sépare, le personnage d'Arnie fait face à un compte à rebours inévitable jusqu'à ce que le virus ne s'empare définitivement de sa progéniture et que celle-ci tente de le bouffer. Avec son visage grave, ses chemises de bûcheron et son allure un peu plus classique de Monsieur Tout-le-Monde, il faut bien avouer que cela fait plaisir de voir le comédien enfin à l'aise devant une caméra, tant l'économie de son jeu et la sobriété du rôle lui permettent de renouveler avec une présence bien réelle à l'image. Le réalisateur Henry Hobsob prenait un vrai risque avec un tel comédien devant la caméra, mais c'est un choix conscient qui joue avant tout sur l'icône que le spectateur connaît forcément, cette dernière en devenant plus touchante que jamais, tant l'Autrichien joue à cœur ouvert avec une justesse de chaque instant, renforcée par le simple fait que cette carrure massive reste impuissante et perdue face à la situation qu'elle affronte. Un pari qui s'avère donc payant en plus de la publicité qu'il offre au film, puisque clairement, on n'en aurait peut-être jamais entendu parler, ou du moins pas avec un tel écho si ça avait été un autre acteur. Là où c'est bien plus problématique en revanche, c'est que passé l'agréable retour en grâce du bonhomme qui y croit dur comme fer avec sincérité, le bateau sur lequel il est embarqué n'emmène pas large. Et oui, je sais pas pourquoi on utilise beaucoup le champ lexical de la mer aujourd'hui. Alors certes, l'ambiance du film est assez soignée, il en est clairement en terrain connu mais efficace, puisque la photo désaturée et grisâtre forme un écho direct à l'atmosphère mortifère qui règne dans ce monde qui se meurt petit à petit, où les humains font face à leur propre extinction et sont obligés de mettre leurs proches en quarantaine pour que ces derniers se dévorent entre eux. Don't worry.
You're not going anywhere. Avec sa musique lancinante et aérienne, ses plans contemplatifs et ses regards dans le vide, le film d'Ori Hobson possède la parfaite panoplie du petit drame indépendant, un chouïa dépressif. Sauf qu'à trop vouloir filmer l'anxiété et les regrets qui passent, le cinéaste dont c'est le premier long métrage finit par passer complètement à côté de son sujet. Clairement, si l'on devait schématiser la tension dégagée par l'histoire tout comme sa force dramatique, l'encéphalogramme resterait désespérément plat. Passé son exposition somme toute réussie et la mise en place de cette relation en fin de vie, on pensait assister à une tragédie intime qui ne vient jamais pour la simple et bonne raison que le récit n'arrive pas une seule seconde à exploiter son concept de base. C'est très bien d'avoir une bonne idée, encore faut-il savoir la développer et la fructifier pour que ça marche. Robson laisse sa caméra plantée au beau milieu de tout ça sans vraiment savoir quoi en faire. La destruction du corps de Maggie n'a finalement que peu d'importance et hormis une mésaventure en début de scénario, celle-ci s'opère sans avoir d'impact sur la suite des événements. Le seul enjeu vraiment palpable en vérité réside dans le combat de Schwarzy pour que sa fille reste chez lui jusqu'au bout, ce qui se traduit par quelques altercations avec les forces de la police, mais vous vous doutez bien qu'à défaut d'être un papa perdu, notre ancien Mister Univers ne va pas se laisser faire si facilement. Now, Ray, you and I, we go back a long ways. You've always done us right, especially after Sarah's passing. But I swear to God, if you, him, or anyone else come out here for her, she's my daughter, Ray. Concrètement, tout ce qui comptait à l'aube d'un tel script, c'était la relation entre un père et sa fille, et comment rester fort face à son enfant quand celui-ci ressemble de plus en plus à un cadavre. Ou alors il s'est peut-être dit qu'il avait pris une cuite la veille. Mais après elle se décompose, donc à moins que ce soit une MST. Or tout ça n'est même pas traité à l'écran, excepté la simple question de qui va finir par buter l'autre qui est chassé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. L'adolescente passe plus de temps à parler avec ses potes qui font comme si de rien n'était, tonton Schwarzy attend que ça se fasse dans un coin en ayant l'air super triste, et lorsque le dénouement de tout ça arrive, on s'étonne de voir le générique de fin commencer alors même que le sujet a été à peine effleuré. On dit souvent que les premiers films sont l'occasion de prendre des risques, mais passé un concept intrigant, Maggie tente de faire illusion derrière ces belles images, et pouvait aussi bien se résumer à sa jolie bande-annonce. Planqué derrière des artifices indés qu'il recrache proprement mais sans s'approprier, Ray Hobson livre un film qui ne demande qu'à faire parler son cœur, mais qui reste complètement inerte et sans vie. Et pour les fans, il reste Arnold Schwarzenegger qui fait preuve d'une mélancolie rafraîchissante et inattendue venant de sa part, mais ça fait quand même bien peu sur un film tout entier. Bon, cela dit, ça risque quand même d'être toujours mieux que Terminator Genesis. I've been working on submarines for nearly 30 years. I lost my family to this job. We've got to let you go. All of you. I don't have to take this. I know ways to get money. I need you, Robinson. Needs a man like you. Last year, I went out to the Black Sea. We found something. Et on passe désormais à un film qui mérite bel et bien l'utilisation d'un vocabulaire maritime le concernant, puisqu'il est question de sous-marins. La distribution cinématographique peut être aussi mystérieuse, voire dangereuse, que les profondeurs océaniques, puisque plusieurs films d'un même auteur peuvent bénéficier d'une sortie salle assez luxueuse, quand ces autres œuvres sont totalement ignorées. I can't believe those bastards fight you. I can't believe it. Ainsi, l'anglais Kevin MacDonald, que l'on aime beaucoup par ici, a sorti un nouveau film intitulé Black Sea, et si vous n'en aviez jamais vu la couleur auparavant dans notre bien beau pays, c'est normal, même si ça ne devrait pas l'être. On ne va pas vous refaire tout le CV de cet homme au nom de famille décidément compliqué à porter, puisqu'on parlait de son précédent travail en mars de l'an dernier, à savoir le surprenant I Live Now. Et c'est toujours avec étonnement qu'on voit Kevin MacDonald passer d'un film à l'autre, puisque celui-ci a le mérite d'être éclectique dans les histoires qu'il investit, même si on y retrouve toujours la même rigueur et des thématiques inhérentes. Black Sea parle donc d'une bande d'employés dans une société de submersibles qui se retrouvent tous à la rue du jour au lendemain, avec des compétences et une carrière trop spécifiques pour intéresser n'importe quel employeur. Et en vendant un fait divers que l'histoire a préféré étouffer, ils rassemblent alors une équipe britanno-russe et trouvent un sous-marin quelque peu rouillé pour partir sonder les fonds de la mer Noire, en quête d'une ancienne épave nazie cachant une montagne de lingots d'or. We don't have to take this shit. What the fuck you talk about? Pour notre plus grand plaisir, leur plan a priori bien huilé va vite partir en sucette, avec des tensions en chaîne dans l'équipe dont la composition atypique entre Russes et Britanniques va créer une espèce de mini-guerre froide à quelques centaines de lieues sous la surface.
Black Sea ressemble d'emblée à un film de Kevin MacDonald quand on voit combien il arbore des attraits de chronique sociale, avec des énièmes laissés pour compte de la middle class britannique qui se sont défoncés la tâche en perdant toute vie sociale au passage pour récupérer des clopinettes au final en étant jetés comme des malpropres. Ce qui est intéressant et à vrai dire excitant ici, c'est que le long métrage va n'avoir de cesse de voguer d'un genre à l'autre au fur et à mesure de sa progression, son scénario à rebondissement lui permettant cette variété. On passe donc par le film de braquage, avec la composition d'une équipe précise dans laquelle chacun apporte sa spécialité, l'aventure, avec l'exploration aquatique à haut risque, le thriller paranoïaque pour les décorums anxiogènes qui cultivent bien les tensions, ou encore la quête initiatique, l'un des membres de l'équipage étant un adolescent à rien paumé qui trouve là une occasion de changer sa vie. Et si l'on savait que l'on pouvait faire confiance au réalisateur anglais pour mener son projet sans encombre, le résultat s'avère assez bluffant. He knows what he's doing. Rythmé d'une main de maître, avec une succession de péripéties orchestrées logiquement et sans temps mort, Black Sea réussit sur tous les tableaux qu'il entreprend sans jamais en laisser de côté. L'équipage de l'histoire est assez représentatif de ce phénomène, puisqu'on identifie facilement ses différents membres malgré leur nombre, permettant une vraie fluidité dans le récit, tout comme une grande facilité à se repérer dans ce tombeau aquatique, chaque homme étant lié à une tâche donc à un lieu dans le submersible, et le personnage de Jude Law faisant le pont entre tous pour clarifier le tout. C'est en installant une certaine proximité de prime abord, une quasi-familiarité même, avec le théâtre de l'action et ses occupants, que MacDonald parvient ensuite à insérer le grain de sable qui va dérégler toute la machine et faire voler en éclats la camaraderie ambiante. En invoquant l'avarice, mélangée à des rancœurs géopolitiques strictement culturelles puisque les personnages n'ont pas fait la guerre mais ont grandi dans son ombre, la trame du film sonde les dérives idéologiques absurdes d'hommes prêts à s'entretuer dans un milieu hostile qui exige pourtant leur collaboration pour s'en sortir. Un conflit aussi perturbant que sensé, car si on peut trouver certains revirements de comportement un peu gros, les décors extrêmement confinés renforcent l'angoisse et la crainte de l'entourage, au même titre que les eaux dans lesquelles ils voguent puisque leur présence est inconnue des autorités. Судя по шуму винтов эсминец. Наш. Идет прямо на нас курс 20 узлов. Russian destroyer. Bearing west-northwest 20 knots. Дистанция 1,5 кабельтовых посылки нет. 280 meters. Один и два кабельтовых. 200 meters. Проходит. It's Курс passing. на юг. Heading south. Посылки нет. Прошел. Let's go. Avec une mise en scène mesurée, sans artifice, qui renforce juste ce qu'il faut l'enfermement psychologique du groupe, Black Sea s'avère déjà prenant, et c'est sans compter sur les superbes plans du sous-marin, et une scène de plongée assez impressionnante qui offre une immersion pour le moins saisissante. Bien évidemment, le film marche dans les traces de certains géants dont l'inoubliable poursuite de l'Octobre Rouge, et le classicisme de son déroulement et de sa conclusion l'empêche peut-être d'aspirer à plus qu'au statut de très bon thriller. Cela étant, il est difficile de ne pas prendre du plaisir devant un film aussi soigné, et faisant preuve d'un équilibre aussi bien tenu tout du long, tant il ne perd jamais ses objectifs de vue. Pour tout cela et le spectacle qu'il offre, Black Sea aurait bien mérité d'être vu en salle, mais à l'heure où on vous parle, le film n'a toujours pas de distributeur en France, 6 mois après sa sortie outre-Manche. Alors pour les anglophones, et même les autres, parce qu'avec les sous-titres anglais c'est pas très compliqué à suivre, le film est déjà disponible en Blu-ray anglais, donc en import UK, il suffit d'aller checker sur internet, en plus il coûte que dalle, et ce serait dommage de passer à côté, parce que vraiment c'est un petit huis clos sans prétention, mais ô combien efficace, donc ça fait plaisir. Don't close that door! With every second that ticks by, the future is running out. Newton? That's not mine. What's not yours? The pen. I've never... Ah!
Et nous voici dans la troisième partie de l'émission avec comme invité Rafik Jouli. Salut Rafik. Bonjour. Tu écris, tu es rédacteur en chef pour le magazine Beats sur Arte Web. Tu es aussi rédacteur... Oh, il y avait une t-shirt magnifique. Tu es aussi rédacteur sur Capture Mag et sur Hors-Série.net. Et avec toi, nous allons parler... Chroniqueur sur Hors-Série.net. Chroniqueur, excuse-moi, ça t'a fait bien de rectifier sur Hors-Série.net. Et avec toi, on va parler d'un petit événement quand même, puisqu'il s'agit du nouveau film de Brad Bird, aka Tomorrowland. You wanted to see Tomorrowland. Here it comes. Brad Bird, on le connaît évidemment pour l'animation, il est passé par Les Indestructibles, il est passé par Ratatouille, le géant de fer, et après avoir fait ses gammes en live avec Mission Impossible 4, il revient avec un projet original, et c'est important de le dire parce qu'il a notamment refusé le prochain Star Wars pour le faire, donc Tomorrowland avec George Clooney, et co-scénarisé par Damon Lindelof, qui est entre autres le mec qui avait réécrit Prometheus notamment, ce qui donnait pas forcément très bien, ce qui a inquiété un petit peu sur le projet. Est-ce qu'au final ça se sent un peu ou pas du tout? Alors non, pas vraiment. Je pense que Lindelof a pu servir éventuellement à développer une structure narrative globale, mais il y a un certain nombre d'idées scéniques, d'idées de narration scénique dans le film qui ressemblent trop à du Brad Bird, pour les attribuer à Lindelof. Après bon, on va essayer de parler du film sans trop spoiler, parce que j'estime que pour ce film-là, c'est quand même assez important de surtout quoi, il y a beaucoup de surprises par rapport à la promotion. Il y a vraiment beaucoup de surprises, et donc on va des fois on sera un peu obscur dans nos propos, pour justement ne pas trop dévoiler le truc, mais il y a des séquences dans le film qui, sur un plan narratif, m'ont réjoui d'abord, et puis surtout rappeler qu'on avait vraiment affaire à un Brad Bird, et je pense notamment à une séquence qui est la séquence où on devrait nous présenter le personnage interprété par George Clooney, et où on s'attend à avoir une scène de dialogue d'exposition, vraiment qui aurait dû se passer à table, et vas-y que je te raconte ma vie, quoi. Et il se passe un truc, voilà, l'héroïne fait un petit tour qui va faire en sorte qu'elle va découvrir d'elle-même l'univers de ce personnage d'une façon purement visuelle, et donc totalement narrative. Et ça, je pense que c'est super important pour un film comme Tomorrowland de le mettre un petit peu à part du tout venant de la production des blockbusters actuels. Là je vais jouer au vieux con, hein, mais qui vraiment servent la soupe à leur public constamment, le prennent systématiquement par la main, lui disant mais t'inquiète pas, voilà, il va faire ça dans 2 minutes, et dans 2 minutes le gars il fait ça. Mais vraiment, là on est dans un film après lequel il faut courir. Et justement, sur le truc d'avancer un petit peu, tu fais bien de parler de ça, parce qu'il y a notamment un passage dans le film où il joue justement, littéralement et formellement avec le temps, et avec les personnages qui voient 2 secondes avant ce qui va leur arriver. Exactement. Tout là-dessus, quoi. Et ça, on en reparlera aussi, mais effectivement, c'est un métafilm aussi, c'est un film qui parle aussi du cinéma. C'est pour ça que ça me faisait penser à ça, je pense que c'est... Et on est clairement dedans. Parce que justement, le film est toujours... Tu parlais de film méta, mais c'est vrai que c'est un film qui a toujours au moins 2 niveaux de lecture, pas seulement sur le premier degré, sur ce que le film raconte, mais c'est un film sur le cinéma, concrètement, c'est aussi un état des lieux, en fait, du cinéma aujourd'hui. Plus largement que sur le cinéma, c'est un film sur l'imaginaire. Ouais. Et sur la place qu'on accorde à l'imaginaire dans la société actuelle. Donc, de fait, vu que ça vient d'un cinéaste, il va forcément nous parler de cinéma. Et il y a là, pour le coup, une séquence emblématique où l'héroïne se rend dans une boutique de geek. Et je la trouve admirable dans le multiple niveau qu'elle offre, outre le fait que sur un plan narratif, elle sert à quelque chose. Mais aussi, elle est très ludique en plus. En plus, elle est ludique. Et dans cette boutique, Brad Bird va mettre tout un tas d'éléments qui ont construit son propre imaginaire. On a le jour où la Terre s'arrêta, on a Robbie le robot, on a une étagère consacrée aux géants de fer, carrément une étagère. Ouais, un petit truc sur les géants de fer, puis évidemment on a du Star Wars. Et bien évidemment, du Star Wars, ça ne plus savoir qu'en foutre. Et dans cette séquence, donc sans révéler ce qui se passe exactement dans cette séquence-là, ces 2 nerds vont se retrouver pris au piège d'une bombe temporelle. Ils sont coincés dans le temps, figés. C'est vrai que tu peux faire un niveau de lecture là-dessus. C'est quand même assez, voilà, c'est vraiment une façon de leur dire votre culture est en train de devenir une culture de mort, quoi. C'est de systématiquement regarder derrière vous, alors que tout le film n'appelle qu'à une chose,
C'est ça, projeter. C'est même dans la morale du film, sans la révéler, mais qui était de projeter en avant, quoi. Voilà, projetons-nous en avant, et se projeter en avant, ça commence d'abord par l'imaginaire, enfin, tout le progrès humain, si on peut parler de progrès, tous les espoirs qui sont mis en humanité, c'est dans sa capacité à se projeter, et ça commence avec l'imaginaire. Donc là-dessus, c'est un film qui parle donc de l'imaginaire en général, et du coup, forcément de la place de l'industrie du cinéma, qui est pourvoyeuse, qui devrait être la pourvoyeuse de cet imaginaire, et qui, aux yeux de Brad Bird, à mon avis, ne remplit pas son contrat. Et justement, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'on parlait de films évidemment des années 80 qui restent aujourd'hui. Moi, en fait, le premier truc auquel il m'a fait penser, c'est Amblin. J'avais l'impression de retrouver un peu cette légèreté, ce côté foisonnant d'un retour vers le futur ou d'un Gremlins, quoi. C'est possible, c'est beaucoup plus nerveux. Bien sûr, avec les codes d'aujourd'hui, mais je trouve que dans l'esprit, il y a un peu de ça, en fait. Il y a effectivement... notamment le côté très pop, justement, avec plein de références. On pourrait peut-être le comparer en termes de surprise, de première découverte. De fraîcheur, en fait. Je pense à un film comme L'Aventure Intérieure, qui avait un petit peu ce côté, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses qui s'enchaînent comme ça très vite, voilà. Une succession de mini-poursuites aussi, parce que le début du film, c'est ça, hein, d'une certaine façon, elle est tout le temps en train de courir après quelque chose. Oui, il y a peut-être un peu de ça. Mais je pense aussi, parce que Brad Bird c'est vraiment un produit Disney. Pour le coup, c'est un film qui justement remet au goût du jour la tradition Disney aussi. Une certaine tradition. La tradition du Disney originel, voilà, de celui qui construisait ses parcs d'attractions type Epcot et compagnie, en invitant les gens à se projeter dans un futur meilleur, etc. Mais ce qui est génial, c'est que le film le revendique complètement, quoi. Et ça devient quelque chose de ludique, et partout où il s'aventure, il y a toujours cet esprit Disney d'aller plus loin, notamment il y a un passage avec la Tour Eiffel où il remet ça et il joue avec un certain background français, etc. Il y a toujours cet esprit-là très joueur, en fait. Et la Tour Eiffel, c'est le produit de l'exposition universelle du début du XXe siècle, qui est en fait un exercice de forain, avec tout ce que ça peut comporter à la fois de très technologique, de très savant, et d'homme de spectacle, en fait. Et un type comme Eiffel, il est entre les deux. On a Tesla dans cette séquence, qui est aussi un personnage qui pourrait être un personnage de cirque, tout en étant un véritable savant. Il y a aussi la force de Jules Verne qui incarne complètement ça. Et je pense qu'ils se sont un peu auto-censurés là-dessus, mais je les vois bien être tentés de mettre Disney lui-même dans le lot, parce qu'il ressemble à ces portraits d'hommes un peu... d'espèce de géo trouve tout, quoi, à mi-chemin entre l'artiste, l'ingénieur, l'homme d'affaires, le bonimenteur. Si je dis pas de conneries, Tomorrowland, c'est une partie du parc original de Disneyland qui est pour le coup la source d'inspiration du film. Tout à fait. Donc ça inscrit vraiment Disney dans cette tradition-là. Dans cette tradition. Et Brad Bird, donc, qui a suivi qui a fait ses études au California Institute of the Arts, qui est une école fondée par Walt Disney, a été élevé dans le culte ancien d'un Disney, les yeux rivés vers l'avenir. Ce que je veux dire par là, c'est que il se retrouve un peu en porte-à-faux avec la politique de Disney actuelle, qui est pas du tout celle-là, qui est vraiment au contraire une politique d'aller acheter des franchises déjà préexistantes aux quatre coins du monde pour en faire un nouvel emballage et le resservir indéfiniment. Il y a justement plein de passages, notamment une affiche de film à un moment qui est une suite, etc. Donc il y a tout le temps des petites tics au cinéma qui est un peu figé dans le temps, quoi. Exactement. Et donc, à côté de ça, donc on a un film qui, lui, exige de son spectateur qu'il se réveille, qu'il soit alerte, etc. Et, au même titre que l'héroïne, parce que ça aussi, il faut le souligner, on n'en a pas beaucoup des héroïnes comme ça au cinéma. Surtout qu'en plus, elle est brillante, elle est fraîche, elle a zéro degré de cynisme, quoi. C'est une nana qui vit dans un monde un peu éteint, en l'occurrence seul le nôtre, quoi, un monde un peu mortifère, et elle se laisse pas du tout avoir par ce piège, parce que c'est un piège en fait. Et elle est constamment, elle a des yeux comme ça. Si on en avait fait un dessin animé, elle aurait des yeux énormes, cette nana-là. Elle est déjà projetée vers le futur. Et c'est exaltant. C'est gratifiant en fait. Il y a un côté hyper euphorisant. De voir quelqu'un qui fait confiance à l'intelligence de son spectateur et qui dit viens, on va se marrer. Avec un grand sourire. Il y a une espèce de petite ironie, mais qui est jamais, qui est toujours bon enfant en fait. Et qui porte le film complètement, quoi. Non, c'est un film extrêmement ludique. Et donc, la rythmique, elle est époustouflante. Mais donc, par rapport à ce caractère, justement, de surdoué, d'hyperactif, même, on va dire, concernant Brad Bird, c'est à rapprocher donc du sous-texte du film, enfin du sous-texte, de l'idéologie que le film peut porter avec lui, qui est une idéologie un peu objectiviste. L'objectivisme, c'est un truc qui a été inventé par une américaine, enfin, une immigrée russe aux États-Unis qui s'appelait Ayn Rand,
et qui a écrit 2 livres qui comptent parmi les livres les plus lus aux États-Unis et qui sont totalement inconnus en Europe. Ces 2 livres, c'était La source vive et la révolte d'Atlas. La révolte d'Atlas a d'ailleurs jamais été traduit en entier en France. Et Ayn Rand donc était convaincu que le rôle de toute organisation sociale était d'empêcher les individus de briller, de s'élever en fait. Donc elle détestait les collectivités, elle détestait toute cette idée d'entraide, on fait les choses ensemble. Pour elle, être ensemble, c'était se mettre au même niveau que tout le monde. Et donc La source vive, c'est l'histoire d'un architecte génial qui toute sa vie a été tiré vers le bas par la société. Et donc la révolte d'Atlas, c'est l'inverse, enfin, c'est carrément des génies qui disent allez vous faire voir, on est meilleur que vous, on a décidé de l'être. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez Brad Bird. C'est déjà quelque chose qui était en filigrane dans les Indestructibles, qui raconte quand même l'histoire d'une famille de surdoués qui n'ont pas le droit d'utiliser leurs dons en société et comment ils vont gérer ça. Et ça, c'est très objectiviste. Moi, j'ai même un mec qui m'a dit c'est un peu un film nazi sur les bords. À la fin, j'étais là, ok, on se calme. Mais quand on touche à l'objectivisme, c'est pour ça vraiment que, encore une fois, Ayn Rand, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que La source vive, c'est 6 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis. Donc on est loin du petit phénomène. Quoi. Donc cette idéologie-là que les Américains portent en eux, qui sans même s'en rendre compte parfois, on a un peu de mal avec elle. Donc on l'assimile, comme tu dis, à du nazisme. Le nazisme et le fascisme, ce sont des entreprises de collectivité. Oui, donc, alors que là, on est dans l'individualisme primaire presque. C'est soit meilleur, pas forcément pour être plus au-dessus des autres, mais parce que les autres peuvent t'empêcher, te tirer vers le bas. Voilà. Donc du coup, Tomorrowland, on peut dire que c'est quand même un excellent film. Alors vraiment, ouais, j'insiste là-dessus, c'est de l'excellence. Et c'est de l'excellence dont il faut se réjouir parce que, hélas, elle est vraiment... surtout dans le créneau dans lequel le film s'avance, qui est quand même, ça on peut le dire sans aucune honte, c'est un blockbuster familial, dans ce que ça a de plus noble, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un film, je pense, qui est aussi fédérateur en fait. Quand t'en ressors, t'es galvanisé, c'est hyper gratifiant en fait de voir un film comme ça. Quand il joue avec ses trucs temporels, par exemple, bah, c'est super drôle quoi, de dire ah oui d'accord, oui j'ai compris, toi, non, voilà. C'est vraiment dans cet esprit qu'il faut voir ce genre de film. Donc voilà, retrouvez votre esprit aventurier, enfantin, et déplacez-vous en masse pour aller voir Tomorrowland parce que ça sort un peu une période à la con quand même, parce que c'est pas ça dans Mad Max, etc. Mais ça mérite vraiment le coup d'œil. Donc voilà. Et c'est la fin de cette émission du mois de mai dans laquelle on vous a tout d'abord parlé de Maggie. On vous a ensuite parlé de Black Sea. Et enfin, on vous a parlé de Tomorrowland de Brad Bird, qui était quand même très très bien. Très très bien. Par pitié, allez voir Tomorrowland. Voilà. Faites un geste pour la planète et surtout, le cinéma. Et surtout pour notre imaginaire, allez voir Tomorrowland. Et bon, on n'en a pas parlé en émission, mais évidemment, on vous incite plus que jamais à aller aussi voir une franchise, mais là, ravivée de main de maître. C'est évidemment Mad Max Fury Road du George Miller. Moi, je vous avoue qu'on en sort là, on a un peu du mal à cause de Mad Max. Donc voilà, donc il y a des choses à aller voir au cinéma, profitez-en, c'est le moment. D'ici là, merci. Merci infiniment. Portez-vous bien et à la prochaine. Je t'avoue, personnellement, je doute un peu du succès. C'est terrible. Il y a 10 ans, je me serais giflé en m'entendant dire ce que je dis là, mais j'ai perdu quelques illusions. J'avais grande estime pour le grand public. Et les 10 dernières années m'ont un peu calmé. Ouais, surtout en ce moment, c'est parce que je vois systématiquement les films les meilleurs passer complètement à la trappe au profit de trucs qui sont vraiment de la soupe qu'on sert au public. Ah oui, bah, il a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il allait faire.